Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la correction de l'activité 1, l'histoire de l'atome. Alors cette activité avait pour but de présenter un petit peu d'où est venue la notion d'atome et comment cette notion a évolué au fil des siècles ou même des millénaires. Alors il fallait simplement lire le texte, c'était de la lecture de texte, de la compréhension de texte et quasiment toutes les réponses étaient dans le texte. Alors, on va commencer par les questions. Donc pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà pré-corrigé l'activité en écrivant déjà les réponses. On va simplement les commenter ensemble. Donc qui fut le premier à parler d'atome? Donc le premier à parler d'atome, c'est un savant grec qui s'appelait Démocrite. Qui ensuite a repris donc plusieurs siècles plus tard, quasiment 2000 ans plus tard, donc l'idée de Démocrite, c'est Dalton, en anglais John Dalton. Qui a découvert l'électron? Donc si on regarde dans le texte, on voit que le modèle de l'atome a été modifié par Thomson et que c'est lui qui a introduit la notion d'électron et qui a découvert surtout l'électron. Quel est le modèle d'atome proposé par Thomson? Donc lui c'était un modèle, on appelait ça en anglais le plum pudding, c'est-à-dire un modèle de pain au raisin. C'est-à-dire qu'il imaginait une espèce de pâte qui était globalement positive, dans lequel des électrons négatifs étaient un petit peu plantés à l'intérieur. Alors il s'avère que ce modèle était faux et il a ensuite été remplacé par le modèle de Rutherford. Donc de quoi l'atome est-il principalement constitué selon Rutherford? Donc selon lui, l'atome est essentiellement constitué de vide. Donc on va voir ensuite exactement comment Rutherford a imaginé l'atome avec les schémas qu'il y a ci-dessus. Alors après Rutherford, justement, d'autres scientifiques vont permettre encore de faire évoluer le modèle de l'atome. Et quels sont les trois types de particules qui composent le modèle simplifié de l'atome actuel? Alors les trois particules qui composent le modèle simplifié de l'atome actuel sont l'électron, le proton et le neutron. Donc ça, on verra ça pareil dans le schéma juste après. Alors justement, complète les schémas ci-dessus avec les mots électron, atome, noyau, neutron, proton, matière positive, Dalton, Bohr, Démocrite, Rutherford et Thomson. Donc il y a des mots qui pouvaient apparaître plusieurs fois, d'autres mots simplement une seule fois. Il fallait, grâce au texte, réussir à replacer les légendes dans le schéma. Donc le texte était là, tout était indiqué, il fallait simplement réussir à lire et à interpréter le texte pour le transformer en schéma. Alors, on va commencer chronologiquement, c'est-à-dire par le modèle de Démocrite. Donc le modèle de Démocrite, c'est le modèle le plus simple de l'atome, c'est-à-dire qu'il voyait des briques qui s'accrochaient entre elles, en fait, mais vraiment s'accrochaient avec des crochets. Hein, d'accord? Donc c'est même de là que vient l'expression avoir des atomes crochus, c'est-à-dire que lui pensait que les atomes étaient accrochés un petit peu comme vous voyez sur l'image, emboîtés les uns dans les autres, comme ça. Et il n'avait pas du tout de notion d'atome, savoir que c'était rond, sphérique ou une autre forme, ou quoi que ce soit. Et voilà. Simplement, il avait compris que la matière, si on zoomait dessus, si on avait un microscope, on sait que c'était pas évidemment à l'époque, mais si on arrivait à voir la matière de plus en plus petit, en cassant la matière en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, on arriverait sur quelque chose qu'on ne pourrait plus casser. Et c'est ça qu'il a appelé atomos, c'est-à-dire, en grec, ça veut dire insécable, c'est-à-dire incassable. Voilà. Donc c'est lui qui a introduit la notion d'atome, donc évidemment parmi les modèles qu'il y a au-dessus, ici c'était le modèle le plus simplifié de l'atome pour celui de Démocrite. Ensuite c'est Dalton qui a repris l'idée de Démocrite. Donc Dalton a repris l'idée de Démocrite comme quoi la matière était constituée d'atomes, donc de minuscules particules, qui les unes à côté des autres constituaient tout ce qu'on connaît autour de nous. Et donc le modèle de Dalton, donc il est un petit peu plus complexe on va dire que Démocrite, mais pas beaucoup plus. Simplement, lui, il avait fait un modèle d'atome qui était plutôt sphérique. Voilà. Alors, après Dalton, il y a justement Thomson qui va découvrir l'électron et qui va créer son modèle de l'atome qu'il a appelé le plum pudding, c'est-à-dire une matière positive, vous voyez, avec un gros plus ici, la matière grise qui est là, et ensuite des électrons négatifs qui sont plantés un peu partout à l'intérieur. Donc ça, c'était le modèle de Thomson. Donc là, on est toujours sur un atome qui est plein, qui est entre guillemets solide, rigide, etc. Ensuite, c'est Rutherford qui va contredire complètement Thomson et qui va introduire un petit peu le modèle planétaire de l'atome, c'est-à-dire qu'en fait, il va dire qu'en son centre, en fait, il y a un noyau, autour, il y a des électrons qui tournent autour, et entre les deux, entre le noyau et les électrons, il y a le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien.
Et ça, c'était assez quand même révolutionnaire pour l'époque, parce que dire que la matière est constituée de quasiment rien, c'était quand même assez culotté en tout cas. Donc, alors il l'a pas dit comme ça, hein. Il faut voir que Rutherford, il a fait une expérience et il a prouvé ça. Il a prouvé que l'atome était constitué de vide. C'était pas juste une observation ou une imagination, etc. C'était une expérience scientifique dont l'explication était que l'atome était constitué d'un noyau au centre et d'électrons autour. Ensuite, après Rutherford, il y a eu donc encore quelques années, hein, le modèle de l'atome a encore évolué, il n'a cessé d'évoluer, et même encore maintenant. Et donc le modèle de l'atome, c'était le suivant, c'est celui de Bohr. Voilà. Donc le modèle de Bohr, lui, alors entre-temps, il y a eu la découverte du noyau de l'atome, de ce qui constituait le noyau de l'atome, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Donc vous voyez que les protons sont chargés positivement, ils ont une charge +1. Les neutrons, eux, sont neutres. Les électrons ont toujours une charge négative -1. Donc ça reprend un petit peu le principe de Rutherford, sauf que Bohr, lui, il a rajouté une chose, c'est que pour lui, les électrons, il a prouvé qu'ils ne pouvaient pas se déplacer n'importe où. Voilà, donc d'après le modèle de Bohr, en fait, les électrons se déplacent un petit peu comme des planètes sur des orbites. C'est-à-dire que chaque électron est à une certaine distance du noyau et il ne va pas se balader n'importe où. Voilà, donc il a appelé ça des couches électroniques. Et ensuite, évidemment, après Bohr, il y a eu encore d'autres modèles, des modèles quantiques encore plus perfectionnés, plus compliqués et certainement plus proches de la réalité. Mais voilà, là on va dans des choses beaucoup trop compliquées, donc on va s'arrêter sur le modèle planétaire, on va dire, de Bohr, c'est-à-dire des protons, des neutrons au centre qui constituent le noyau et des électrons qui tournent autour. Voilà. Ensuite, évidemment, donc il fallait compléter le nom, hein, mais ça je ne l'ai pas dit, mais c'était en même temps, donc ici Rutherford, Thomson, Démocrite, Bohr, et évidemment Dalton ici en bas. Alors, d'une manière générale, un modèle est-il conforme à la réalité? Quel est son intérêt? Donc un modèle n'est jamais conforme à la réalité, mais essaie toujours de s'en rapprocher le plus possible. Son intérêt est de pouvoir comprendre les choses, notamment en mettant une image sur des concepts parfois difficiles à se représenter. Quand on parle de modèle, on ne parle pas forcément de modèle de l'atome. Là, je parlais d'une manière générale en sciences, en physique ou même en autre chose, dans un autre domaine. Quand on représente quelque chose, c'est simplement que c'est quelque chose en général qu'on n'arrive pas trop à voir, pas trop à comprendre, etc. Et du coup, on essaye de le schématiser, de le simplifier pour essayer de se représenter les choses. Et en partant de modèles comme ça, vous le voyez très bien avec l'atome, on est parti de quelque chose d'extrêmement simple, de briques qui étaient en gros empilées les unes sur les autres et accrochées entre elles. On est arrivé à quelque chose d'hyper complexe, mais tout ça grâce à une représentation qui au départ était simplifiée, qui ensuite s'est un peu plus rapprochée de la réalité et qui a augmenté en précision, et puis de fil en aiguille, on arrive maintenant à des modèles de l'atome qui sont très très perfectionnés. Voilà, et donc le modèle, c'est valable pour tout, on appelle ça la modélisation, hein, le principe de simplifier un concept pour mieux le comprendre. Alors question 9, maintenant, donne le nom et le symbole des 3 atomes que tu connais d'après tes connaissances de 4e. Donc là, il y a des atomes que vous connaissez évidemment, d'autant plus qu'on a fait les révisions sur les molécules. Donc il y a le carbone de symbole C, majuscule, l'oxygène de symbole O, l'hydrogène de symbole H, il y a aussi l'azote par exemple de symbole N, il y a le chlore de symbole Cl, etc. Voilà, il y en a plein d'autres, on va en étudier davantage encore cette année. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que cette correction apportera les réponses que vous n'avez pas eues forcément pendant l'activité, et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.